C'est ici que j'ai rencontré le Commander X. Il était assis, chapeau de cow-boy, et il lisait un gros pavé de science-fiction. Je venais justement de sortir mon premier roman, et ça m'a poussé à lui donner $2. Il m'a regardé, il avait ce qu'on appelle une gueule burinée. On sentait le vécu. Donc, en bon romancier, je me suis dit qu'il fallait lui parler et creuser un peu. J'avais aucune idée que j'allais m'enliser dans les sables mouvants du hacking d'Anonymous et de l'imprévisible beauté de la vie. Il m'a vu en train de lire et il m'a dit « j'ai écrit un livre ». J'ai répondu « ok, tu m'en passes un ?» Je suis revenu lui donner un livre et il l'a lu. Je voulais lire des histoires parce que la réalité commençait à me gonfler. Et il était génial. Une tuerie. Pendant 6 semaines, je n'ai pas su qui était ce type. C'était juste un ami de la rue. Mais un jour, il m'a dit qu'il était un chef de guerre numérique et un général d'Anonymous. Online hackers who identified as being part of Anonymous and other groups have carried out dozens of high-profile online operations. Et qu'il était poursuivi par le FBI depuis 6 ans. Because I felt that the prosecution was political against myself, I chose to flee into exile, and I'm in Canada now. Il m'a dit qu'il y avait un article dans le New Yorker qui corroborait tout ça et qu'il fallait que je rentre chez moi pour le lire. Il a été très poli. Ouais, bien sûr, j'y jetterai un œil ce soir. Mais j'ai vu dans son regard qu'il n'était pas du genre à croire les gens sur parole. J'ai recherché le nom mentionné dans l'article, Christopher Mark Doyon. Et là, je suis tombé sur la photo prise au moment de son arrestation pour distribution de LSD lors d'un concert de Grateful Dead dans l'Indiana. Quand son visage est apparu, j'en ai eu la chair de poule. C'est un moment qui a changé ma vie. C'est pareil chaque fois que je révèle mon identité. Les gens me regardent l'air de dire « Ah ouais, alors c'est vraiment vous, ce type ?» Parlons d'aujourd'hui. D'aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on fait un putain de film sur ma vie. On dit que je suis un cyberterroriste, mais je dois dire que l'idée me fait marrer. Ça veut dire quoi, un terroriste de l'information? Il faut qu'on m'aide, là. Comment terroriser les gens avec la vérité? Le Commander X avait le chic pour se trouver là où ça bougeait, au moment de l'étincelle. Il est intelligent, éloquent, et ses mots renferment une puissance rare. Tout ça est dangereux pour l'élite au pouvoir. C'était une personnalité clivante. Certains l'aimaient, d'autres le détestaient. Je pense qu'on peut dire qu'il faisait parler de lui. C'était le genre de type qui tape tout en majuscule. C'était quelqu'un qui attirait l'attention sur lui. S'il y a bien quelqu'un qui a su naviguer habilement entre l'absurdité et le génie, pour finalement se vautrer dans le débile absolu, c'est bien Commander X. Il aime se donner en spectacle. Il aime raconter des histoires. Il aime vous embarquer dans un autre monde. Et parfois, on ne distingue plus le vrai du faux. Les gens veulent savoir qui se cache derrière le masque. Les gens aiment les histoires. Et dans cette optique, Commander X est un bon client. J'ai proposé à mon rédac-chef au New Yorker de faire un article long format sur Anonymous. Mon angle d'écriture, c'était comment le militantisme est passé de la rue à l'Internet pour redescendre dans la rue. Au fond, c'était ça l'histoire que je voulais raconter. Et Commander X l'incarnait parfaitement. C'était l'archétype de l'activiste américain moderne. Il a grandi dans un ranch dans le Maine. Il a eu une vie difficile, notamment dans l'enfance. Son père le battait. Mes parents n'étaient pas des gens bien. J'en dirai pas plus. Donc j'ai passé pas mal de temps chez ma grand-mère.
Et j'ai développé une fascination pour l'informatique. The Industrial Revolution expanded the strength of man's muscles in the reach of his hand. The Information Revolution is magnifying the power of his brain, changing forever the way Americans work, play, travel, and even think. J'étais fasciné par l'ordinateur qui parlait dans Star Trek. J'ai convaincu un employé de mon père de m'emmener à la fac pour me montrer un vrai ordinateur. Je me suis assis devant et évidemment la première chose que j'ai dite c'est « Bonjour ordinateur ». Parce que je ne connaissais que celui de Star Trek et il parlait. Le gars m'a dit « ça marche pas comme ça ». Il y avait un programme vraiment très simple de chat. Imaginez un gamin de 13 ans en train d'écrire avec un ordi qui se met à répondre. Je me suis dit, putain, c'est de la folie ce truc. J'ai dit à ma grand-mère, il me faut $100. À l'époque, on n'achetait pas un ordinateur comme ça. On achetait un kit par correspondance. Et on devait souder tout ça. On branchait à une télé et il y avait un enregistreur cassette qui servait de disque dur. J'ai dit, mamie, assieds-toi, je dois te parler. Je suis convaincu que les ordinateurs vont changer le monde. Elle m'a demandé « À quoi ça sert ?» J'ai dit « Ça sert de calculatrice, ça sert à faire ses comptes ou à jouer à des jeux vidéo. » Elle s'est penchée sur la chaise et elle a dit « Je vais plutôt te donner $2 pour une calculatrice. Ensuite, je vais t'apprendre à faire tes comptes. Et si tu fais ça, je t'emmènerai au magasin de jeux vidéo et je t'achèterai un Pong à $40. Et tu vas te passer de l'ordinateur à $100. » J'ai dit, mamie, tu comprends pas, ça va changer le monde. Ça m'a pris 1 an pour tout réunir. Évidemment, vu la manière dont j'étais arrivé à l'informatique, c'était sûr que j'allais être accro pour la vie. Pour un enfant, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, chaque matin, je m'installe devant cet ordinateur, je suis heureux. Je passe 10-12 heures par jour devant et je trouve toujours ça fascinant, chaque jour de ma vie. Quand il débarque à Cambridge, il dort sur des bancs publics. D'après ce que j'ai compris, il aimait le fait d'être mobile. Il dit qu'il a toujours été sans abri par choix. Et puis je suis allé à un concert de Grateful Dead. Ce qui devait arriver est arrivé. C'était à Boston. Il y avait une manif contre l'apartheid. J'ai traîné avec les gars et fumé un peu d'herbe. On m'a confié des flyers. Quand on devient pote avec des gens qui donnent un flyer, on finit par le lire. Ça m'a mis en colère qu'il existe un gouvernement à mon époque où il fallait aller au commissariat pour poser sa main contre un nuancier de couleur. Et la couleur de votre peau déterminait quels étaient vos droits. C'est vraiment abusé. Donc les gars m'ont dit, merci de t'intéresser. On fait ça demain si tu veux. Ils m'ont bien harponné en me promettant des amis et de l'herbe. Pour moi qui ai grandi dans la solitude. Ils ont fait tout pour que je sois leur ami, et ça l'a fait. Bien sûr, ils m'ont confié d'autres tâches. J'allais beaucoup à des concerts de rock à l'époque. J'en profitais pour y gagner ma vie. Non, j'ai pas honte. En fait, je suis fier parce qu'on vendait du très bon LSD. À chaque tournée américaine du Grateful Dead, on ramassait des tonnes de blé. Ça a commencé comme ça. Plus je faisais de tournées, plus je gagnais d'argent et plus j'allais à des manifs. En général, il y avait un type avec des dreads cradingues qui s'approchait en douce et qui me filait discrètement un petit bout de papier plié. C'était comme ça que je savais où se passait la prochaine action de l'ELF, de l'ALF ou du mouvement anti-apartheid. C'est vraiment comme ça que s'est tissée ma vie et qu'elle s'est concentrée au fur et à mesure autour d'une seule idée. La résistance permanente à ce monde de merde. C'est vraiment avec l'ALF et l'ELF que j'ai fait mes armes. Et après, il y a eu un groupe de petits hackers qu'on a appelé le Front de Libération du Peuple. Le PLF, c'était comme une petite milice. On avait des grades, genre commandant, on s'habillait en camouflage pour les manifs. Un jour, un ami m'a dit « Écoute, il faut qu'on te parle d'un truc. » Des hackers activistes, des hacktivistes nommés Anonymous, venaient de pirater les forums de la Fondation américaine d'épilepsie. Ils avaient mis en première page du forum un gif animé.
Ce gif était très lumineux et clignotait très rapidement. Il pouvait provoquer une crise chez un épileptique. 4 personnes sont allées à l'hôpital dans le pays. Des gens ont été blessés par des hackers situés à des milliers de kilomètres, blessés physiquement. D'un côté, c'est tellement drôle. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais d'un autre, c'est des connards. Les gars, si vous regardez, vous êtes que des merdes. Il était fan du groupe Grateful Dead et il allait à des manifs anti-apartheid. Il s'était fait arrêter pour avoir vendu 300 acides pendant des concerts. C'était ça sa vie. L'idée que des hackers minables avaient blessé des innocents était choquante pour lui. Donc, au début, il n'avait pas beaucoup d'estime pour ce groupe mystérieux, Anonymous. On ne peut pas les laisser faire. Il faut les traîner en justice ou au moins les garder à l'œil, pour voir quelles conneries ils vont faire ensuite. C'est comme ça que j'ai été chargé d'infiltrer Anonymous. Je devais traîner sur les chats IRC, prendre mon temps, me faire des contacts. Le but, c'était pas de les arrêter, j'étais pas flic. Je voulais simplement voir ce qu'ils fabriquaient. C'est comme ça que je suis entré dans Anonymous. Personne n'a fondé Anonymous. À partir de fin 2007, il y a eu un mouvement général, tout en douceur, qui a permis de rassembler tous les participants autour de ce concept. Et ce, de manière efficace, pour en faire une force à part entière dans l'histoire des nations. C'était un peu inconscient d'espérer que ça fonctionne sans charte et sans structure. Et que ça dure très longtemps. C'est même assez choquant que ça ait fonctionné aussi longtemps. Je m'appelle Barrett Brown, journaliste, activiste et gentleman aventurier. Anonymous n'a pas été fondé et personne n'aurait revendiqué sa création à l'époque de 4chan. Le forum 4chan, qui existait depuis 2004-2005, est un peu la soupe primordiale dans laquelle Anonymous s'est formé. C'est le creuset d'Anonymous. Et on ne peut pas comprendre Anonymous sans comprendre 4chan. Il y avait des forums de discussion au sein de 4chan où les internautes pouvaient parler librement et ouvertement de sujets variés. Il y avait aussi un forum sans thème particulier appelé /B où on pouvait parler de n'importe quoi. Et là, c'est devenu vraiment très libre. Le pseudo était Anonymous. C'était le nom qu'on vous donnait par défaut. Il y avait une forme d'esprit de ruche numérique. Ils ont commencé à faire ce qu'ils appelaient des raids. Une petite sortie du groupe sur Internet pour faire des trucs marrants et stupides. L'un des raids les plus célèbres était Habbo Hotel, un jeu pour enfants. Ils ont infiltré le jeu avec des personnages portant des afros. Il y avait des symboles nazis, des choses choquantes et amusantes. C'était pour s'amuser en faisant de la provocation. J'ai participé à certains raids, sur Second Life par exemple. On portait des tenues bizarres et on brandissait des pénis géants pendant des concerts virtuels. On a aussi infiltré les boîtes de nuit de Furry. Je me suis dit, là il y a l'émergence d'une organisation, d'une nouvelle dynamique rendue possible par Internet. Dans un monde où il n'y a plus de territoire à conquérir, Internet offre un nouvel horizon dans toutes les directions. Et je me suis dit, un jour ces gens comprendront le pouvoir qu'ils ont. Et le pouvoir qu'ils pourraient avoir en adoptant une idéologie commune, voire un ennemi commun. Et c'est ce qui est arrivé. Tout le monde savait qu'Anonymous existait sous une forme ou une autre fin 2003. Mais à l'époque, il s'agissait seulement de 2 personnes connectées en ligne. Sauf qu'ensuite, il s'est passé quelque chose d'étrange. En janvier 2008, Anonymous est devenu un mouvement géant dont on parlait partout. Et c'était en partie ma faute. Et c'était un accident. Quand j'y repense, j'aimerais pouvoir dire que j'ai fait ce truc génial intentionnellement. Mais non, je faisais n'importe quoi. Le 14 janvier 2008, quelqu'un poste sur 4chan une vidéo de Tom Cruise en train de craquer. Tom Cruise, Scientologist. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. Un autre poste a annoncé que la vidéo avait disparu. Tout le monde a réagi. Attendez, pourquoi ça a été supprimé? Tom Cruise qui craque, c'est franchement drôle.
Et on s'est rendu compte qu'on était très doué pour doxer les gens, pour obtenir leurs informations, pour les traquer et pour retrouver la personne qui avait la vidéo. On était une poignée sur IRC, qui est un système de chat. On a retrouvé la personne qui avait posté la vidéo. On a retrouvé le fichier source et on l'a remise en ligne. La vidéo a été supprimée en 30 secondes. La scientologie passait son temps à chercher la vidéo sur YouTube pour la supprimer. Et ça nous a un peu énervés. Ça ne se fait pas de supprimer quelque chose d'Internet. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit que pour lui, c'était comme prendre la balle de quelqu'un sans raison au square. La liberté d'expression aux États-Unis autorise qu'on contourne le droit d'auteur, mais YouTube ne voulait pas d'histoire avec un mastodonte d'1 milliard de dollars comme la Scientologie. Depuis qu'Internet existe, l'Église de Scientologie a toujours essayé de tout contrôler et de censurer les documents qu'elle considère comme exclusifs ou les informations embarrassantes concernant ses croyances. On a décidé de troller la Scientologie en publiant un communiqué de presse. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Over the years, we have been watching you, your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature. C'était quelque part entre le grotesque et le génial. Mais c'était plus proche du côté génial. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. C'était menaçant. Internet va vous détruire. Tenez-vous prêts. We shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. Anonymous a promis qu'une armée viendrait anéantir la Scientologie et sèmerait un chaos sans précédent. Le 21 janvier 2008 à 22h20. En général, j'oublie mon anniversaire, mais cette date-là, je m'en souviendrai toujours. On a mis en ligne cette vidéo en se disant que ce serait déjà pas mal que 20 ou 30 personnes la regardent et la trouvent drôle. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. J'ai été réveillé par un appel de ma petite amie, vers 4h30 du matin. Elle m'a dit « Regarde CNN ». J'ai allumé la télé et la vidéo passait sur CNN. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? La vidéo a déjà été vue par des millions de personnes. Les médias essaient de nous contacter. La Scientologie engage des détectives privés à prix d'or pour nous retrouver. Et une armée de soldats a répondu à l'appel d'Anonymous. Ils ont promis une armée qui n'existait pas, mais ce message l'a rendu tangible. Et les gens ont voulu que cette armée voie le jour en ligne pour redresser tous les torts. Et donc, naïvement, on s'est dit, on va organiser une manif mondiale dans tous les grands pays du monde. On va faire un mouvement à l'ancienne, mais façon Internet, donc ce sera un truc marrant. Mais si Anonymous descend dans la rue, il y a plutôt intérêt à rester anonyme. Donc il faut se couvrir le visage. Les médias vont vouloir quelque chose d'inquiétant. Donc il faut un masque. Il fallait un modèle disponible. On a passé des heures à appeler des magasins de bandes dessinées et de déguisements. Partout où on a appelé, il y avait des masques de Guy Fawkes en stock. Des invendus à prix réduit. Les magasins avaient cru après la sortie de V pour Vendetta qu'ils vendraient 1 million de masques. Sauf que personne ne les avait achetés. Donc on s'est dit, c'est décidé, on les prend. C'est le seul masque qu'on pouvait trouver. Les gens préféreraient que l'histoire soit plus romantique, mais non, c'est parce que ces masques étaient les seuls dispos dans toutes les villes où on allait sortir. C'était un masque menaçant qui a aidé à construire la mythologie d'Anonymous. Qui sont-ils derrière leurs masques? C'est vraiment ça qui a donné à Anonymous son image de marque. Après l'avoir conceptualisé, ils ont levé une armée. Ils ont été assez malins pour mobiliser tous les gens qui avaient pu voir leurs vidéos. Et c'est comme ça que l'armée s'est matérialisée. Elle a surgi. C'est à ça que ça ressemble quand Internet descend dans la rue. Des femmes, des gens de couleur, toutes les races, des jeunes, des vieux, tout le monde. On ne s'attendait pas à ça, mais plutôt à une bande de jeunes geeks hackers. Une vingtaine peut-être, pendant 1 heure au plus. Et pour finir, tous ces gens sont sortis dans la rue, c'était génial. Et c'est comme ça qu'Anonymous est devenu une force à part entière. On a créé un mouvement, mais on en fait quoi maintenant? Le but, c'était de combattre la Scientologie. Mais on avait l'intention de les embêter pendant 1 semaine au plus. Il faut se rendre compte que ce truc est totalement improbable et complètement accidentel à chaque étape. On ne s'attendait pas à ça.
Ces manifestations anti-scientologie m'ont bien fait marrer. Et c'est ce qui m'a convaincu que ces types étaient réglo. Et à force de traîner avec eux, j'ai vu que la grande majorité étaient des gens bien. À ce moment de l'histoire, il va se produire un événement cathartique de portée planétaire. La vidéo des meurtres collatéraux. Anybody has element of cover? We got an RPG. All right, we got a guy with an RPG. Coming to fire. Light them all up. Come on, fire. Les semaines suivant la publication de ces images, presque immédiatement, une tempête de persécution s'est abattue sur Wikileaks. WikiLeaks picked a fight with the U.S. Now the U.S. is fighting back in more ways than one. American lawmakers want to see founder Julian Assange. They want to see him tried under the Espionage Act. And the WikiLeaks website has its own trouble. This is a new news here. PayPal has announced it has suspended WikiLeaks' account, costing it a vital source of funding. Mastercard, Visa et PayPal ont accepté d'imposer un embargo contre Wikileaks. Ils ont tous simultanément refusé d'accepter toute contribution financière à Wikileaks. Ça a provoqué une rage viscérale parce que le Ku Klux Klan ou l'église de Westboro avaient encore des liens PayPal pour faire des dons sur leur putain de site. Et je me suis dit, une société d'édition comme Wikileaks qui a juste assez d'argent pour payer ses serveurs n'y a pas droit? C'est une blague. Le jour même, Anonymous a réagi à la suppression des dons pour Wikileaks. On va vous tomber dessus. Supporters of the website WikiLeaks launching a sweeping cyber war this week. That's right. It's being called Operation Payback or also Operation Avenge Assange. And it's basically a loose affiliation of hackers that call themselves anonymous. This time they're turning attention to what they consider to be the enemies of WikiLeaks. Visa, MasterCards are the big hits they've had so far. This man calls himself Commander X and says he's part of Anonymous. The power of Anonymous is that we have the ability to affect change on the internet. Their method of choice, a denial of service attack, where hackers overwhelm websites with a huge volume of requests for information, crashing the site, says Commander X, for a cause. That process is the equivalent of a virtual sit-in. Je peux résumer ma philosophie par une citation qui m'a rendu célèbre et qui est franchement très drôle. Il suffit d'avoir deux choses pour devenir un hacker de classe mondiale. Un ordinateur et une paire de lunettes de soleil. L'ordinateur est en option. You have a site online. All of a sudden we snap our fingers and that site is gone. C'est facile. Il n'est pas nécessaire d'être un pirate informatique pour supprimer un site web. Il suffit de télécharger un programme pour y arriver. Ça, ce sont les différentes armes des DOS. C'est un peu comme un fusil. Maintenant que la cible a été choisie, comme on dit chez Anonymous, piou piou piou. Avec un peu de chance, des centaines ou des milliers de personnes ont téléchargé le même logiciel et on tire tous en même temps. L'idée, c'est la démultiplication de l'attaque. C'est une arme conçue pour une armée. On s'est acharné. C'était dingue. On n'a pas dormi pendant 10 jours. You have in essence Julian Assange who has become a cyber messiah and hundreds of followers who are waking up zombie computers, their soldiers, and attacking companies like Visa, MasterCard. C'est là, pendant ces 10 jours, qu'on a compris que l'attitude du FBI était excessive. Ce sont des cyberterroristes, on va les faire taire. Nous, on a réagi en disant « allez vous faire foutre ». C'est une manifestation, bande de connards, il va falloir vous y faire. À cette époque, je vivais à Santa Cruz. J'avais une cabane dans les montagnes, mais je préférais rester à Santa Cruz. Pas à l'hôtel, mais dans la rue. Dans les rues à Santa Cruz, il n'y a pas que des SDF. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux et de drogue, qui traînent parce qu'il y a beaucoup de drogue. C'est une ville de surf. Mais la plupart de ceux qu'on appelle sans-abri sont plutôt des bohémiens qui voyagent le long de la côte. C'est un couloir de voyage pour les randonneurs ou ceux qui vivent en camping-car. C'est la Californie.
Je trouve pas ça normal que s'endormir dans l'herbe soit illégal ou mérite une amende ou une nuit en prison. La suite, c'est une loi qui empêchait les gens d'utiliser une couverture la nuit. Ils ont carrément interdit les couvertures. Les sans-abri avaient établi un camp, le camp de la paix. On dormait sur les marches du palais de justice, en signe de protestation, avec un panneau qui disait « Je proteste contre la loi sommeil ». C'est pour ça que je dors ici. There's people sleeping all over this fucking courthouse. What's going on here? It's Peace Camp 2010. So the camp has grown from an overnight sleep-in to a 24-hour hangout. We're stars, man. Peace Camp 2010. They can't get enough of us. We are the media darlings. I'm Matt Dinestra at the Santa Cruz County Courthouse, where homeless activists have been protesting city ordinances for more than a month. We have a squad of sheriffs on hand. La police de Santa Cruz nous méprisait, les protestataires professionnels. Just notifying you're sleeping here illegally. We'll have county property as soon as possible, okay? Lodging here illegally, there's a written notice for you there. These people are not guilty because there's no public shelter. La tension est montée très haut à Santa Cruz. Get rid of the untouchables. They said they're going to arrest us. Et on m'a arrêté. Hey Chris, you have a warrant out for your arrest. I'm going to need you to go ahead and place your hands behind your back. So go ahead and step those down. Personne ne se doutait que ce type hirsute, avec sa longue barbe rousse, était l'un des plus célèbres pirates informatiques à l'époque, et que son nom était Commander X. Je me suis dit que j'allais faire appel au service de mes nouveaux amis d'Anonymous. Et je leur ai dit mon plan. Je m'attaquerai bien au site web du comté. Mais je veux rester cool parce que je vis dans cette putain de ville. Donc j'aimerais organiser un piratage éthique. On fait ça un dimanche à midi pendant 30 minutes et on prévient à l'avance. On annonce l'heure précise à laquelle le site sera hors service. Comme ça, le public saura qu'il suffit d'attendre pour que ça marche à nouveau. Et on l'a fait. J'étais assis dans un café et je lançais mes attaques avec les cyberarmes que notre équipe avait développées. Une DDoS de base. Et là, 2 inspecteurs de la police de Santa Cruz sont entrés et ont dévisagé tout le monde. Alors j'ai déguerpi rapidement. Je vous dis pas, mon cœur sortait de ma poitrine, je suais à grosses gouttes. J'avais mon sac sur le dos avec mon ordinateur portable et j'ai essayé de sortir mine de rien. Et je suis arrivé à la bibliothèque. J'ai mis le communiqué de presse en ligne. Le lendemain matin, je me lève et je vois les gros titres dans le journal. En une et en très grosses lettres, cyberattaque sur Santa Cruz. J'ai compris que ça avait explosé et que ma vie ne serait plus jamais la même. L'autre chose, c'est qu'Anonymous était désormais la force la plus puissante que l'humanité ait jamais créée à ce jour. J'étais convaincu qu'on allait venir nous arrêter. Par la force des armes. Le cyberespace est le champ de bataille du futur. La plupart des agresseurs s'en prennent à tout ce qu'ils peuvent afin de montrer ce dont ils sont capables. Et franchement, c'est très difficile de se défendre contre ça. Je suis Léon Panetta, ancien directeur de la CIA, ancien secrétaire à la Défense et maintenant président de l'Institut Panetta pour les politiques publiques. Le pouvoir peut être très attirant quand on sait qu'on le détient et qu'on peut l'exercer. C'est ce qui s'est passé avec des groupes comme Anonymous et d'autres pirates informatiques. Ils ont soudainement réalisé qu'ils avaient entre les mains une arme très puissante dont ils ne savaient trop quoi faire. Je pense qu'ils ne sont toujours pas très sûrs de ce que ça signifie exactement. Les agences de renseignement comme la CIA et d'autres savent en général à quoi s'en tenir face à une menace. Mais avec les hackers d'Anonymous, il est beaucoup plus difficile de comprendre ce qu'ils cherchent et quels dégâts ils peuvent causer. Est-ce qu'il s'agit d'une petite bande de geeks qui s'amusent à jouer les pirates du XXIe siècle?
Ou bien alors, est-ce que ce sont des personnes dont les motivations présentent un danger pour notre sécurité, ce qui serait beaucoup plus grave? J'étais Batman. Et j'avais des pouvoirs. Là, je me suis chauffé, j'ai commencé à maîtriser. Et je me suis dit, je vais m'éclater. Parce que je travaillais très dur à cette époque. Je bossais 10, 12, 15 heures par jour pour Anonymous. Je m'y consacrais au maximum de ce que je pouvais faire sans y laisser ma peau. Le Commander X est comme il est, on le sait tous, on sait qu'il s'invente sa propre réalité. En fait, j'ai entendu parler de lui qu'au moment où des gars m'ont dit « X dit qu'il te parle sur IRC ». J'ai dit « Qui ?» C'était juste un type qui créait des sites sous le nom d'Anonymous. Mais ils avaient l'air d'avoir été codés en 1993, ça ressemblait au premier site jamais créé. Mais ils étaient l'œuvre d'un type qui se disait sans abri. Donc on n'allait pas lui dire « Arrête, c'est de la merde ». On le voyait comme un type sans ressources, mais plein de bonne volonté. Il faisait son truc dans son coin. Il lançait des petites attaques des DOS avec succès, mais pas grand-chose d'envergure. Cela dit, je suis resté sympa avec lui. Parce qu'en fait, bizarrement, je suis quelqu'un de profondément gentil. Donc je lui ai dit des trucs sympas. Mais c'était sarcastique, genre « Allez, commandeur !» Si j'ai bien compris, c'était le genre de hippie engagé qui allait à des manifs anti-guerre. Nous, on n'était pas comme ça. Franchement, moi, à 19 ans, j'étais du genre à passer en voiture devant des gens à un arrêt de bus et à foncer dans une grosse flaque pour les éclabousser. À 19 ans, j'étais pas un type bien. Donc au début, il y a eu un conflit de personnalité entre nous. Il avait une approche complètement différente. Nous, on s'est retrouvés plongés dans l'activisme de manière très accidentelle. Et lui, c'est comme ça qu'il se voyait à l'origine. J'avais pas encore mes entrées chez Anonymous à cette époque. Mais j'étais une figure importante et puissante. J'avais le respect de gens comme Barrett Brown et Greg Auch. Je me souviens avoir parlé avec Barrett pour lui demander quelle était ma mission. Il m'a dit « Toi, tu surveilles le Moyen-Orient ». Non. Commander X et moi n'avons pas planifié ensemble la révolution tunisienne. La révolution tunisienne a été initiée par un marchand de fruits de la capitale qui s'est immolé par le feu pour protester contre des policiers corrompus. Les types lui avaient tout volé parce qu'il refusait de payer un pot de vin. C'est ça qui a mis le feu aux poudres et déclenché les manifestations et la colère dans les rues. C'était l'enzyme, le catalyseur. Je suis nul en chimie, en fait je suis nul en tout. Non, c'était le catalyseur. Il a concentré l'attention de tout le pays qui s'est rallié à sa cause. Ce qui s'est passé en Tunisie est intéressant parce que ce sont les manifestants qui nous ont contactés. On ne s'est pas invités. Ils sont venus nous parler d'eux-mêmes. Au début, on ne voyait pas comment aider. Mais franchement, c'est Commander X qui a été le premier à dire « si, on peut le faire ». On s'est dit qu'il était complètement dingue. On se disait, on ne fait pas le poids face à un dictateur africain. Des hackers tunisiens ont contacté Anonymous. On me les a confiés parce que personne ne savait quoi faire d'eux. Ils nous ont dit qu'ils avaient accès à plein de choses, mais qu'ils avaient besoin d'aide. Ils disaient, c'est un petit pays avec des petites infrastructures, on a les identifiants et les mots de passe de tout. Le réseau d'eau courante, les stations de radio, le serveur de mail du président. Pas besoin de pirater, on a tous les mots de passe. Servez-vous. On a prouvé que les dirigeants touchaient d'énormes pots de vin et vivaient comme des rois, alors que la Tunisie se noyait dans la pauvreté. Donc ça les a vraiment énervés. Est-ce qu'on a raison de faire ça? Qui sont les manifestants? Est-ce qu'on est en train d'aider des extrémistes qui seront pires? Donc on a beaucoup travaillé avec ces gars, et après des jours de recherche pour savoir qui était le président Ben Ali, on s'est rendu compte que c'était un dictateur. On a compris que les manifestants représentaient bien le peuple, et qu'il fallait renverser ce dictateur. Si on accepte que le bien et le mal existent, et qu'un groupe représente le bien, et qu'un autre représente le mal, on s'est toujours dit qu'on avait raison de faire ce qu'on faisait. Et même s'il y avait un risque que ça dégénère, et que beaucoup de monde en souffre, j'étais personnellement pour qu'on continue dans cette voie.
En voyant ça, on se demandait que pourraient faire des hackers. Par exemple, il fallait maintenir la communication entre les villes du pays. Alors on a dressé une liste de toutes les technologies que le gouvernement pourrait bloquer en essayant de prédire dans quel ordre elles seraient bloquées. Facile, ils vont commencer par Twitter et Facebook, logique. D'abord, on a mis en place des proxys, dont on a envoyé les coordonnées à tous les habitants des grandes villes, en leur disant de se connecter de cette façon. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on peut avoir des téléphones satellites dans ces villes? Oui, on peut. On avait 7 niveaux de communication. Si Internet était coupé, si les téléphones portables étaient coupés, on pouvait leur proposer un nouveau moyen de communication. Tout s'est passé en quelques heures ou quelques jours. J'avais fait partie du mouvement anti-apartheid pendant 10 ans. Il a suffi de 10 jours pour chasser le dictateur de Tunisie. Après la Tunisie, on a commencé à aider les Égyptiens avec les mêmes méthodes, parce qu'on avait désormais une sorte de boîte à outils. On a vraiment établi quelles compétences étaient nécessaires pour appuyer ces révolutions populaires. Là-bas, on savait qu'Internet allait être coupé très rapidement. On s'était bien préparé à cette éventualité en faisant envoyer par la poste en Égypte des vieux modems 56K des années 90. Donc si Internet était coupé, mais pas les lignes téléphoniques fixes, ils pourraient se connecter à Internet. On a rendu Internet 3 fois aux Égyptiens. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé ce qui allait devenir le printemps arabe. C'était dingue. On avait un impact géopolitique. On choisissait qui avait le droit de détenir le pouvoir ou pas dans ce putain de monde. Notre contribution à ces manifestations a été minimale durant le printemps arabe. On n'en était pas à l'origine. This is a revolution for the sincere people of this country. They're the ones that want to make the change. They're the ones that will make the change. They're the true heroes of this country. Des gens nous ont demandé d'aider et on pouvait les aider, donc on l'a fait. Moi, le lendemain, je m'occupais du site d'un plombier. Moi, je crois qu'après le printemps arabe, on avait l'impression d'être des dieux. Commander X est clairement victime de son ego. Est-ce qu'il était sur place à Tunis, au Capitole, en train de se faire tirer dessus? Non. Il y avait d'autres gens sur le terrain qui risquaient leur vie, et ils l'auraient fait avec ou sans nous. Nous, on n'aurait rien fait sans eux. Après la Tunisie et avant l'Égypte, le FBI a lancé 40 raids aux États-Unis en une seule journée, fin janvier 2011. C'était au sujet des attaques des DOS qui avaient ralenti les sites de Mastercard, Visa et PayPal pendant quelques secondes. Des raids armés, avec des familles parfois tenues à bout portant. Les salauds voulaient notre peau. On était en guerre. Dozens of FBI agents targeted alleged members of the loose-knit hacking group. Armed with search warrants, agents hit 6 homes in New York along with locations across the country, seizing hard drives and computer accessories. Tout s'est passé en même temps, au même moment. C'est leur méthode. Impossible de se prévenir entre nous par chat, genre « Les gars, formatez vos disques et barrez-vous ». Ils ont visé tout le monde. Mais ils n'en ont arrêté que 39. Parce que l'un d'eux était... Batman. Ils ont vraiment réagi comme des petits chiens au service de PayPal, Mastercard et Visa. Visa.com a été mis hors ligne quelques minutes. Est-ce que ça a empêché quelqu'un de s'acheter quelque chose ou divulguer des données personnelles? Pas du tout. Leur site commercial pour télécharger des brochures est en panne quelques minutes et ils réclament 50 millions de dollars de dommages et intérêts? Non, il n'y a pas moyen. Quel client de Visa a déjà visité le site Visa.com? Personne n'en a souffert et ça a duré 5 minutes. Mais ils ont quand même essayé d'envoyer des gens en prison. Mastercard, ça a duré 2 heures. Mais franchement, c'est de leur faute. Le site était trop mal codé. De toute façon, personne ne se sert de ces sites pour payer. Ce sont des sites de publicité. Qu'est-ce qui peut vous valoir une inculpation aujourd'hui? Échanger 2 millions de bitcoins, faire du chantage, des trucs comme ça. Mais à l'époque, en 2010, The Low Orbit Ion Cannon,
Par nature, c'est une blague. Il est marqué « Pew Pew » dessus. C'est clairement une blague. Mais une blague pouvait vous conduire en prison en 2010. Je m'appelle Jay Lederman, je suis avocat de la défense. Je défends souvent des cas un peu marginaux. Je m'occupe des sujets dont personne ne veut s'approcher parce qu'ils ont peur que ça les dépasse ou que ce soit trop risqué. Ils craignent que des types en noir débarquent chez eux. C'est des conneries tout ça. Mais ça, faut pas le dire aux autres. Sinon, je pourrais plus m'amuser. J'ai dit sur Twitter que je représenterais les activistes vertueux, ceux qui sont arrêtés dans le coin en Californie. Donc, dans ma boîte de réception, dès le lendemain, il y avait une réponse qui disait « Je suis le Commander X ». Il n'a pas dit « Commander X », mais « le Commander X ». Il était convaincu qu'il était recherché pour l'attaque sur Santa Cruz. Cette attaque était considérée comme un accès non autorisé. Il pensait que ça allait chauffer pour lui assez rapidement et qu'il allait être arrêté. J'étais à Mountain View, en Californie, et je savais qu'ils étaient sur ma piste. J'avais vu les berlines du FBI me surveiller quand j'allais à la bibliothèque. J'étais suivi par des dizaines d'agents, en permanence. Ils devaient avoir sacrément peur de moi pour déployer autant d'agents, plutôt que de simplement me coffrer. J'ai échangé avec X et on a fixé un lieu de rendez-vous. À ce moment-là, j'utilisais encore un email basique. J'étais encore naïf. Et lui, il utilisait un email crypté. Mais à ma grande surprise, il m'a dit dans un email « Jay, on se voit à 10h à tel café ». J'ai répondu « Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça ?» Il m'avait déjà donné le nom du café des semaines auparavant. Je l'avais écrit, je savais où j'allais. Je repère un gars en short avec sa chemise hawaïenne à la con. Le genre de chemise que portent les agents du FBI pour rester discrets. Il me fixe alors que je traverse la rue. Je me suis dit « Ok, ils veulent jouer, on va jouer ». J'arrive au café et un autre agent entre. Il s'assoit, il me prend en photo avec son téléphone. Je me suis dit, OK, on va voir si tu connais le passage secret pour sortir de ce café. Parce que moi, je le connais. Je descends par l'escalier et je sors par derrière. Nadia, la plus con des fédéraux, s'est mise à brailler parce qu'elle m'a vu détaler par la rue de derrière. Mais elle était coincée dans les embouteillages. Elle a fini par rouler sur le trottoir. Tout le monde s'écartait. Elle a évité les passants de justesse. Moi, je me suis posé à un arrêt de bus et je m'en suis grillé une. Un autre agent que j'ai fini par surnommer Monsieur Cybercrime est sorti de la camionnette. Il a dû calmer Nadia et il lui a fait ranger son arme. Il s'est assis avec moi et il a attendu que je finisse ma clope. Il m'a demandé mon nom et j'ai dit « Si tu sais pas qui t'es en train de coffrer, tu devrais changer de job ». Et là, Jay a débarqué en voiture. Je cherchais à me garer et mon bureau a appelé pour me dire que Christopher Doyon était en ligne. Je rappelle et c'est un agent du FBI qui me dit « Il veut vous parler ». Ils l'ont arrêté 1 heure avant mon arrivée. Il était au rendez-vous convenu. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne connais pas leur méthode. Peut-être qu'ils avaient une caméra dans l'arbre sous lequel il dormait pour espionner son ordinateur pendant qu'il tapait. Je ne peux pas non plus prouver qu'ils m'ont espionné. Mais il me semble bien que le FBI a violé le secret professionnel avocat-client en lisant mes emails et en arrêtant mon client 1 heure avant que j'arrive au rendez-vous. Là, j'ai défilé pendant 2 jours devant les tribunaux, le temps qu'ils se décident sur ce qu'ils allaient faire de moi. Ils réclamaient $6 200 de dommages. Ils ont tout fait pour que ce soit plus que $5 000, parce que c'est ce qu'avait demandé le procureur. Comment je peux en être sûr?
Parce que c'est ce que disent tous les procureurs. Ils disent, écoutez, vous devez dépasser $5000, sinon c'est un délit. On parle juste d'un mec qui a appuyé sur « Entrée » sur un ordinateur dans une bibliothèque. Franchement, c'est quoi le but là? Et c'est comme ça que PayPal a gagné. On leur a dit, faites profil bas et on oublie tout dans 18 mois. Évidemment, l'alternative, c'était 15 ans de prison. J'ai été libéré sous caution. Grosse erreur de leur part. Vous m'aviez et vous m'avez laissé partir. Évidemment, je suis reparti au front. I'd like to state for the public record that this press conference is being held against the advice of my legal counsel. Il est très doué pour donner des ulcères à ses avocats. Heureusement, je le vis plutôt bien. This document alleges that I am the notorious hacker activist known to the world as Commander X. I am Commander X. Essayez un peu de lui dire de la fermer et vous m'en direz des nouvelles. The indictment further alleges that I am in association with the global internet freedom movement known as Anonymous. And I say yes, I am immensely proud, humbled to the core, to be a part of the idea called Anonymous. Il a le droit de garder le silence, sauf qu'il choisit de ne pas exercer ce droit. You know, I am a homeless guy. And I'm scary smart. And despite the best efforts of the city, the county, and now the federal governments, I will not be silenced. À ce stade, le FBI possède 3 de mes ordinateurs, 2 putains de portables et je sais pas combien de disques durs. Ils m'ont pris tous mes appareils électroniques et ils m'ont interdit de m'approcher d'un ordi. Comment je fais? Je dois faire une croix sur le piratage, mais je veux continuer à me battre et à les emmerder. Alors je me suis dit, je disparais et je reviens pas. Direction la frontière canadienne. Je pense qu'il est devenu le premier fugitif de ce mouvement. Je ne croyais pas trop à son histoire d'exil au Canada. Ça semblait trop évident. Le Canada, ce n'est pas la meilleure manière de se planquer, donc je ne pensais vraiment pas qu'il était au Canada. Évidemment, c'est là qu'il est allé. If you want to call me a terrorist, I've got no problem with that. But I would ask you, who is it that's terrified? And if it's the bad guys that are terrified, I'm really super okay with that. Je ne sais pas pourquoi, mais les médias adoraient Commander X. Je n'ai jamais compris, mais c'est pas grave. Ce qu'il racontait dans les médias était un peu barré, mais souvent, il exprimait bien nos idées. Je suis allé le voir à Montréal. Chaque fois que quelqu'un d'Anonymous donnait une interview, on avait l'impression d'avoir affaire à une sorte de troll, tout pixelisé. Mais là, ce type ressemblait à un vieux hippie, et ça permettait de mettre un visage sur un phénomène qui n'en avait pas. Je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'il a été encore plus ostracisé au sein de la sous-culture Anonymous. Parce que le seul interdit de la communauté, c'était de se mettre en avant et de donner un visage à quelque chose qui n'en avait pas. On l'a beaucoup accusé de faire tout ça parce qu'il cherchait la célébrité. Évidemment, il cherchait à se montrer. Il s'est nommé lui-même Commander. À l'écouter, il a débarqué un jour et il a tout changé. Il y a certainement eu des gens qui se sont dit que Commander X ne méritait pas un article dans le New Yorker. Il y avait une citation de quelqu'un qui disait « Commander X m'a saoulé le jour où il a commencé à se comparer à Batman ». À mon avis, quand on dit un truc pareil sur vous, si qui que ce soit est d'accord avec cette déclaration, alors votre réputation est faite à vie. Mais j'irai plus loin. Commander X était un gros boulet dont on n'arrivait plus à se défaire. Il affirmait qu'on menait des actions inexistantes dans des domaines qui ne nous concernaient pas.
His alias is Commander X, and in some recent interviews, he's made some startling claims. He says that Anonymous may very well be the most powerful organization on Earth, and that the group of 50,000 members worldwide have access to every classified database in the US government. On s'est dit, mais pourquoi il raconte un truc pareil? Ça sert à rien. Dites à un gamin de 5 ans, on a accès à toutes les données classifiées. Même lui, du haut de ses 5 ans, va vous dire, déjà, comment tu sais que tu as accès à toutes les données? Et ensuite, pourquoi tu t'en vantes si c'est vraiment le cas? Est-ce que tu ne serais pas en train de créer une faille de sécurité? Talk a little bit more about that. Well, I have nothing more to say. What do you want to know? Ça énervait les gens parce qu'il donnait une mauvaise image d'Anonymous. S'il disait un truc bidon, nous on pouvait dire ce qu'on voulait, même si c'était vrai, on passait tous pour des dingues. Depuis plusieurs semaines, je fais des recherches sur le développement d'un logiciel qui, une fois téléchargé et installé, permettrait à l'utilisateur de réaliser un voyage temporel, transformant son ordinateur en machine à remonter le temps. Il a vraiment écrit ça en 2009. J'étais en train de lire la théorie du voyage sonique dans le temps et j'étais assis sous un arbre. Assis sous un arbre, il se fout du monde là. Je me demandais si j'arriverais un jour à percer le secret du voyage temporel. Franchement, c'est quoi cette question? C'est alors qu'une version de moi-même venue du futur se promenait dans Hyde Street. Ce moi du futur, à moins de 3 mètres, s'est retourné et m'a fait un petit sourire en coin. Ce qui veut dire que mon logiciel de voyage temporel fonctionne. Ça, c'est Commander X. Ce type faisait partie des porte-paroles quand je ne pouvais pas me charger moi-même de la communication dans la presse. Ce type. Il parlait de plus en plus souvent, et quand je suis allé en prison, c'était surtout lui. Le FBI a fait une descente chez moi le 6 mars 2012. D'abord à mon appartement, mais j'étais pas là. Ce qui était voulu. Puis ils ont fait une descente chez ma mère et ont saisi tout le matériel informatique. Mes ordinateurs, mes téléphones, mes dossiers, après avoir fait la même chose chez moi. Et 6 mois plus tard, j'ai appris par le procureur que ma mère allait aussi être inculpée. C'est une pratique classique du FBI, inculper les proches de quelqu'un pour l'amener à coopérer. Évidemment, je refusais clairement de coopérer avec le FBI. Et j'ai fait plusieurs vidéos pour tout expliquer. Hi, I'm Bear Brown again. This is part 3 of a 3-part series on why I'm angry with the FBI. Sorry, I've got a case of the giggles. My mom has not been involved in any of this at all. Did not know about the tip I received the previous day. Didn't know I was over there. I come over there a lot. Didn't know I brought, the laptops over. Didn't notice, didn't pay attention. J'ai menacé de tirer sur tout agent du FBI qui se pointerait chez moi. They know that I'm armed, that I come from a military family, that I was taught to shoot by a Vietnam vet and by my father, a master hunter, and I will shoot all of them and kill them. It was pretty obvious I was going to be dead before I was 40 or so. So I wouldn't mind going out with 2 FBI sidearms like a fucking Egyptian pharaoh. Ils ont fait une descente. It's like super passionate about this argument. Oh, is Bear getting fucking raided by the FBI? Holy shit! Quelques mois plus tard, j'ai été à nouveau inculpé pour usurpation d'identité aggravée. On m'accusait d'avoir copié et collé un lien provenant d'un salon de discussion IRC d'Anonymous. 1 mois plus tard, j'ai été à nouveau accusé d'obstruction à la justice et ma mère accusée d'avoir caché des ordinateurs portables dans sa cuisine. Bref, pour faire court, je suis allé en prison. Si l'Amérique est censée être le bastion de la liberté dans le monde, pourquoi je me retrouve ici, au Mexique? Comment expliquer cette erreur judiciaire? La loi sur la fraude informatique est l'une des plus sévères. La durée de la peine, par rapport au préjudice causé, est absolument ahurissante. Donc, je suis désormais un criminel. Je risque 12 ans de prison. La prison lui pendait au nez, et en plus, il avait le délit de fuite. Et en plus des 12 ans, il faut rajouter 7 ans. Ça ferait 19 ans de prison. Je vivrai même pas aussi longtemps. Donc c'est la perpétuité.
Pour moi, c'est beaucoup trop. D'abord, je suis allé à Toronto pour la première d'un documentaire We Are Legion. J'ai rencontré X dans une manifestation Occupy à Auckland, au moment où le mouvement a décollé. Il était sans abri. Il vivait dans la rue. Il était séduit par le mouvement qui correspondait à son activisme. I have stood upon the mountaintop known as Anonymous and looked down on a world inflamed with revolution. Je l'ai revu, il était sans abri à Toronto. Toronto n'est pas un endroit facile pour être SDF. Il avait beaucoup de mal à s'en sortir. No country should be allowed to stifle dissent to the point where people are committing suicide and people are fleeing their own country, never to return. I mean, think about the decision I made. I'm never going home. J'ai eu le sentiment que cette ville serait l'endroit idéal pour me reposer un peu et pour me fondre dans la masse. Je me suis dit, je vais rester, c'est pas mal. Et un jour, j'ai croisé le chemin de Yann. J'écrivais depuis peu, et ce qu'il m'offrait, c'était de la poussière d'or. Au fond, il n'y avait pas de stratégie pour organiser cette matière. Mais viscéralement, c'est le genre de récit dont rêve tout écrivain. Une réalité plus étrange que la fiction. Il fallait que je creuse cette histoire. Presque tous ceux à qui j'ai révélé mon identité pendant ma cavale m'ont dit la même chose. Pourquoi me dire ça? C'est complètement stupide. Yann aussi m'a demandé pourquoi t'as fait ça. J'avais besoin d'aide. Pendant plusieurs années, cet endroit était la chambre du Commander X. Visiblement, c'est encore une chambre. Il dormait avec son ordinateur sous la tête, il l'enveloppait dans du papier bulle, surtout en hiver, pour le rendre étanche. Et si on venait le déranger pendant la nuit, il savait que son ordinateur était sous sa tête. Il se levait chaque matin, il allait au café et se remettait à mener sa guerre électronique et à lancer des actions clandestines. Il m'a aidé à sortir mes livres. J'avais pas d'argent, pas d'avocat, pas d'éditeur. Il m'a aidé à me loger quand j'en avais besoin. Des hôtels, des Airbnb ou son chalet au bord du lac. Il savait que mon objectif, c'était d'obtenir l'asile et on a vécu des trucs dingues. Un jour, l'espace d'une minute, on a vraiment cru que j'allais aller en Islande. Et puis ça n'a pas marché. On a cru un moment, dur comme fer, que j'allais peut-être aller en Russie. Mais ça s'est pas fait. Et Trump a été élu. Donald Trump était déjà devenu l'ennemi du peuple et du gouvernement mexicain. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. You can use my walls, we will never pay for that fucking wall. Trump avait vraiment tout fait pour faire monter la tension entre les deux pays. Et quand on cherche l'asile, c'est parfait. Il faut faire un peu de politique et profiter du fait que deux États-nations s'opposent l'un à l'autre. C'est ce qui permet de se créer une petite bulle de liberté. Donc j'ai vu le Mexique comme ma porte de sortie. Le gros problème, c'est la géographie. Il faut forcément passer par les États-Unis. Est-ce que je vais réussir à passer du statut de dissident politique en exil au Canada à celui de fugitif avec la police aux trousses? J'ai sorti un PDF de 30 pages et j'ai donné rendez-vous à Yann au café. J'ai dit, t'en penses quoi? Il a répondu, tu vas pas le faire. Et moi, si, je pense. Tu veux m'aider? Et c'est comme ça qu'est née l'opération Golden Eagle. L'aigle royal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'oiseau national du Mexique. Et ça fait un joli nom de code. J'ai contacté en secret Barrett pour lui dire « Tu veux venir avec moi, mec? Tu veux te tirer ?»
Non, je n'irai pas au Mexique avec toi, même si c'est pour quitter un pays que je méprise de plus en plus. Je ne t'apprécie pas et je ne donne pas cher de ton plan. Il a refusé. J'ai pas envie de m'exiler plusieurs fois comme toi. Une fois, ça ira. Anonymous Operation Golden Eagle is by far the weirdest human endeavor, probably in human history so far. C'est aussi l'opération d'Anonymous la plus élaborée à laquelle j'ai participé. 100 kilometers to Altoona begins now. This is southeastern Manitoba, Canada. On savait que la chasse était ouverte au Manitoba et qu'en y allant, je risquais de me faire tirer dessus. Et d'ailleurs, c'est arrivé. One has to fucking wonder how a hacker from Cambridge ends up in a place like this. And out of Altoona, I will break back into my own country. And guess what? This is our first camp in the United States of America. Because that, folks, that's North Dakota. I'm now, by my own choice, a full-on fugitive, wanted dead or alive. How do you like them apples? I'm actually taking a cab right out of Pembina, straight to Grand Forks. From Grand Forks, I'm catching a Greyhound all the way to El Paso. All the way to what we call in this operation the exit node, which is El Paso. El Paso is the city that I'll stage my exit out of America. If something's going to go wrong, it's going to go wrong on these 15 kilometers, where some cop jacks me up way the fuck out here because I can't explain what the fuck I'm doing out here. Bullet casings. People are out here shooting. If I don't make it, or if I'm killed by bandits, or if I'm captured by the United States authorities in the last 1.5 kilometers to the border, I want you to know I did my best, but hopefully I make it. Je ne sais pas du tout, enfin, pas vraiment, ce qu'il y a dedans. C'était son ordinateur avant qu'il en prenne un plus récent, plus léger pour son voyage. Il voulait voyager léger, et ce sont les affaires qu'il a laissées. Incroyable, regardez, ça date de la Première Guerre mondiale. Quand je l'ai serré dans mes bras à la gare de bus en septembre 2017, je pensais que je ne le reverrais jamais. Mais je devais lui faire une visite surprise à Mexico pour la nuit de Guy Fawkes. Les membres d'Anonymous savaient qu'il fallait surveiller mon compte Twitter attentivement et donc j'ai commencé à teaser « Hé les gars, bientôt le 5 novembre ». Je ne voulais pas annoncer à l'avance que je serais au monument, mais j'ai quand même dit « Gardez l'œil ouvert, les gars ». Il y avait des centaines de journalistes qui suivaient mon Twitter rien que pour ça. Là, on va à la marche du million de masques à Mexico, pour rappeler au pouvoir qu'on est toujours là. On est encore légion. On est partout et on ne pardonne jamais. On n'oublie pas. Depuis 2013, on organise ces marches du million de masques. Ça galvanise tous ceux qui se reconnaissent dans Anonymous. En une seule journée. On fête notre expansion depuis 1 an et on rencontre les autres Anon. C'est cathartique. C'est important pour un Anon, parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent. Ça bouge beaucoup en Amérique latine. Il y a beaucoup de tensions. Les gens prennent la rue au Chili, en Équateur, en Bolivie, au Venezuela. Ils protestent contre leur gouvernement. Toutes ces manifestations ont le potentiel de renverser des gouvernements.
Si l'ambiance est à la révolution, ça pourrait signifier que cette journée aura du succès, peut-être plus qu'en temps normal. Je ne serais pas du tout surpris de voir 2000 personnes aujourd'hui, peut-être même plus. Regardez qui est là. Allez, embarquez-le dans la camionnette. Il faut se tirer d'ici, il faut y aller. On parlera en route. Ça fait plaisir, mec. T'as ton masque, hein? Ils me l'ont pris à l'aéroport. Vraiment? C'est interdit? Je sais pas, mais ils m'ont pris les 4 que j'avais. On ferait mieux d'être sur nos gardes. C'est pas bon signe. C'est inquiétant. Comment je fais pour toujours me retrouver au cœur des révolutions? Du toit de l'endroit où je vis, on voit le fort où la révolution mexicaine a commencé. C'est comme un hôtel. Tu vois ce que je veux dire? Sans le rechercher, je me retrouve devant le monument de la révolution. C'est dingue quand même. Aujourd'hui, c'est la marche du million de masques d'Anonymous. Et Anonymous a toujours soutenu Julian. Et le 5 novembre, partout dans le monde, les partisans de Julian sortent dans la rue et portent un masque avec son visage, à la place d'un masque Anonymous. Julian Assange expuso corrupción de gobiernos mundialmente, también expuso crímenes de guerra de todo el mundo, también expuso las corrupciones que existen entre las corporaciones y por todo esto ha sido perseguido, ha sido respeto y admiración a Julian y no prisión, respeto y admiración a Julian y no prisión, quien ha estado siguiendo el caso. Il faut que je parle à mes gars. Bon les amis, ici Commander X en direct de la marche Anonymous. On n'est pas beaucoup en ce moment, c'est vrai, surtout par rapport aux autres marches. Mais ça peut changer en un clin d'œil. Si vous êtes à Mexico en ce moment et que vous m'entendez, ramenez vos fesses. Nous, on bouge pas. Et si vous pouvez pas, alors au boulot. Tweetez, partagez vos streams, partagez le mien. Arrosez le plus large possible et parlez de notre marche. Il faut faire parler de nous cette année. Toi, t'étais habitué à cette vie. Moi, pas. Quand on a commencé notre aventure, j'ai fait des choses qui m'étaient complètement étrangères et qui étaient effrayantes. L'apothéose, ça a été quand on s'est frayé un chemin jusqu'au Mexique. Au début, ça me semblait être une idée géniale. Et pour finir, c'était un peu comme se jeter d'une falaise à Juarez. J'ai quitté Juarez en me disant c'est la merde, je suis foutu. Je vais finir dans une hutte dans le putain de désert du Mexique à bouffer des cactus pour le restant de mes jours. Franchement, je pensais que j'étais complètement baisé. J'ai fini par perdre tout espoir et là j'ai trouvé Xander. Hey, look at you. 3 months old. À cette époque, j'avais la ferme intention de quitter mon enveloppe charnelle, comme on dit. This is Xander's first Christmas on planet Earth. Oh, look at the size of that fucking bone, buddy. Mais j'ai décidé de me battre une dernière fois et de donner tout ce que j'avais en moi. C'est bizarre. Heureusement que j'ai renoncé à cette idée et que je ne suis pas allé au bout. Franchement, c'est grâce à mon chien.
C'est pas dingue ça, que le monde soit sauvé par un kleps. Je suis ici à Guanajuato. Ça fait presque 2 ans que je vis au Mexique. J'ai pas mal bougé, j'ai rencontré des gens. J'ai essayé de me constituer un réseau d'amis pour m'aider. C'est la même taille? Vous voulez plus grand? Lequel est le plus grand? C'est les mêmes. J'aime bien la couleur, je prends celui-là. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de gens comme Vic. Je me promenais dans la rue et je suis tombé sur cet Américain qui semblait perdu et ne savait pas où aller. Il regardait dans tous les sens. Il nous a dit, les gars, vous parlez anglais? On a répondu, ouais. Où est-ce que je peux trouver un café? Je lui ai dit, suis-moi, je te montre. Les rues sont pas faciles ici. On marchait et on s'est mis à discuter. Il m'a demandé si je connaissais un peu Anonymous. Et j'ai répondu, ouais, je connais. Durant la conversation, il m'a dit qu'il était l'un des fondateurs d'Anonymous. En rentrant chez moi, j'ai cherché sur Internet et j'en revenais pas. C'est vraiment lui. Après, je suis devenu un peu parano. Merde, j'aurais pas dû chercher son nom. Ensuite, il m'a envoyé un mail pour dire « Je dors dans une benne à ordures et c'est mon anniversaire. Le pire anniversaire de toute ma vie. » Alors, je lui ai proposé de venir à l'auberge pendant quelques mois, jusqu'à ce que sa situation s'améliore. On est devenus amis, parce que personne ne l'aime, et que j'aime réparer ce qui est cassé. Il fait partie de nos vies. On prend soin de lui, on lui apporte ce dont il a besoin. Il vient vers vous pour vous parler. Vous parlez pendant 1 heure et vous racontez des histoires. Je pense qu'il a besoin que quelqu'un l'écoute et prenne soin de lui. C'est un rôle qui me plaît. Il faut pas qu'il s'abîme. Comme je suis fauché, je dois vendre des livres pour m'acheter de quoi manger. Le voilà. C'est parti. Rapide comme une tortue. Allez hop. La plupart de mes amis ne savaient pas grand-chose sur moi. J'étais l'Américain excentrique qui vivait à Guanajuato. Personne ne savait rien de moi. Donc je me suis dit qu'il était de mon devoir de leur faire part de mon secret. J'essayais de me mettre à leur place et je me disais, qu'est-ce que ça me ferait si je découvrais que Vic était Batman? C'était ça la bombe que je leur réservais. J'avais un lourd secret dont personne n'était au courant. Ce qu'il a fait avant était important. C'était sûrement fondamental pour lui et les autres. Mais je pense qu'il devrait faire d'autres choses maintenant. Prendre soin de lui, de son chien, de sa vie. Des choses qu'il n'avait peut-être pas le temps de faire avant. Parce qu'il en a besoin. Mon objectif est de me présenter au gouvernement mexicain, me rendre et faire une demande d'asile. Parce que dans ce pays, j'ai le droit de le faire. Je suis clandestin, dissident, mais j'ai pu vivre parmi vous. J'ai une vie très normale. Franchement, j'ai été très heureux ici. Et j'espère que cette normalité n'est qu'un avant-goût de la suite si le gouvernement mexicain fait ce qu'il faut. Et qu'il me laisse rester dans ce pays, votre pays. Et si j'ai le droit de rester dans cette ville, c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie. A-t-il de bonnes raisons d'être en cavale? Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il ait de bonnes raisons. Je ne sais pas s'il représente encore une menace sérieuse pour les forces de l'ordre. Si vous recensiez les 1000 ou 2000 menaces les plus sérieuses qui pèsent sur la cybersécurité aux États-Unis, je pense qu'il ne serait pas sur la liste. J'ai défendu plusieurs clients à San Francisco.
Et le procureur qui s'occupait de lui à l'origine a pris du galon. C'était il y a quelques années, mais la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit « Passez le bonjour à M. Doyon, on s'occupera de lui tôt ou tard et on se recroisera à cette occasion. » Je suis sûr qu'il y aura toujours un procureur pour qui Commander X sera un joli trophée. Ce qu'ils nous ont fait est absolument inexcusable. À commencer par les 40 descentes du FBI dans des foyers américains. 40 foyers perquisitionnés par des agents armés du FBI pour un incident qui a ralenti des sites commerciaux pendant quelques secondes. Beaucoup de gens, notamment les médias, ont affirmé que ces arrestations ont signé la fin d'Anonymous et ont freiné le mouvement d'activisme. Elles ont surtout poussé les hackers vers la clandestinité aux États-Unis. Et les gens ont compris qu'il fallait mieux protéger leur identité. Tous ceux qui se voient comme des citoyens d'une démocratie fondée sur le consentement éclairé doivent savoir que lorsque je suis persécuté, moi ou un autre lanceur d'alerte, ce n'est pas moi la cible principale, c'est le public. C'est pas pour me faire chier moi, mais pour vous empêcher d'agir en tant que citoyen. Il n'y a pas une personne au sein de la communauté du renseignement, du ministère de la Justice ou du FBI qui pense que le fait que vous preniez des décisions éclairées soit une chose souhaitable. Si vous ne comprenez pas que c'est ça l'enjeu, vous n'êtes pas un vrai citoyen. Vous faites partie du problème. J'ai entendu leurs arguments et je sais qu'ils défendent la liberté d'information, etc. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'un phénomène qui pourrait être très dangereux. Par exemple, lorsque la Russie s'est servie de sa cyberarmée pour attaquer nos élections en 2016. Est-elle allée trop loin? C'était une attaque très grave. Eh bien, on n'a toujours pas répondu à cette question, mais il va bien falloir à un moment qu'on parle des règles du jeu en matière de cybernétique. Parce que si on continue à mettre le problème sous le tapis, alors autant laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Mais on risque de le payer très cher. J'espère que vous recevez le flux correctement. Je retourne le téléphone. Merci de me suivre ce matin. J'espère que tout va bien se passer. J'ai mes papiers avec moi. Me revoilà, caméra au point. Je vais demander l'asile politique et le statut de réfugié. J'ai toujours su que ce jour viendrait, mais je ne voulais pas le gâcher. Je voulais être sûr que tout serait parfait et je crois que c'est le bon moment. C'est la fin d'une longue épreuve, 10 longues années. J'étais pas du tout sûr d'arriver un jour ici. J'ai acheté ces bottes pour mon périple le jour où j'ai quitté Toronto pour le Mexique. Ces bottes. Elles ont parcouru 10 000 kilomètres. 10 000. Quand vous prenez une décision, il faut instantanément en accepter les conséquences. Et à cause de mes décisions, je ne rentrerai probablement jamais plus chez moi. Sauf peut-être les pieds devant. Mon but à l'origine était de continuer le combat sans me faire prendre. Et j'ai réussi. Je suis à 2 doigts de la victoire et elle est définitive. Je ne serai plus jamais derrière les barreaux. Point final. Je vais l'obtenir, ce droit d'asile. Quel est le but de votre visite? Maintenant, on est sûr à 99% d'avoir fait ce qu'il fallait et pris toutes les précautions. Je vais pouvoir sous peu demander l'asile et la sécurité au gouvernement mexicain. Je suis ravi d'annoncer qu'aujourd'hui, le gouvernement mexicain a fait ce qu'il fallait.
Les services d'immigration ont accepté ma demande d'asile politique et m'ont accordé le statut de réfugié d'urgence. Je suis le premier militant de l'information de l'histoire à obtenir l'asile politique dans un pays étranger pour des actions de protestation menées sous la bannière d'Anonymous. Et si j'ai choisi de poursuivre cette demande d'asile jusqu'au bout, sans y être vraiment obligé, c'est parce que j'espère ne pas être le dernier. Quand on l'écoute parler, on a l'impression d'entendre un vétéran du Vietnam qui évoque ses frères d'armes. Ça le touche au cœur et il est très ému. Au fond, il faut reconnaître qu'Anonymous, Commander X et tous ces gens ont laissé une trace en ligne. Si on creuse suffisamment, on finit par les retrouver. Mais Commander X restera dans les mémoires comme une figure emblématique qui a fait entendre une voix dissonante, qu'on croit son discours ou non. Maintenant, il est presque mexicain. Mais ce sera très dur pour lui s'il n'apprend pas l'espagnol. Comment ça va? Bien, et vous? Vous parlez anglais, super. Un peu. Votre anglais est meilleur que mon espagnol. Un burrito, un latte. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Ça va être drôle, devoir trouver un travail, se ranger, se faire sa petite vie. Je pense qu'il va galérer encore plus que pour sa demande d'asile. Regardez-moi ça. La classe. Je me suis toujours inquiété pour lui. Mais je sens que sa vie va s'améliorer. Il se sent comme un être humain à part entière. Il a un petit bout de papier officiel avec sa photo dessus. Et même pour un anarchiste, un franc-tireur et un rebelle comme lui, c'est important pour se sentir épanoui. Est-ce qu'il va poursuivre l'activisme là-bas? Qui sait? Laissez-moi vous saluer, mon ami. Je suis Pancho Villa. Portez-vous bien. Bonne journée. Il se voit un peu comme un grand bras d'honneur au système. Il ne veut pas faire partie de tout ça. Donc, il cherche toujours le moyen de repousser les limites du système. Je trouve ça cool. Un dernier plan de cette magnifique place avec l'église. La place historique de San Miguel de Allende, la ville où j'ai gagné ma liberté, ici, au Mexique. Merci à tous, je vais me déconnecter. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve ce soir dans l'émission Anonymous sort l'écro à suivre sur Twitter. Je serai là, tenez-vous prêts.